Anne Pellegrino de l'Institut Agro Montpellier de me rejoindre. Et avec elle, on va explorer les relations vigne-raisin sous contrainte hydrique. Et puis, vous pouvez l'applaudir pour l'encourager pendant qu'elle descend les escaliers. Bonjour Anne. Voilà pour vous. Je rappelle encore une fois que vous pouvez poser toutes vos questions par SMS sur le même modèle de la première séquence. Anne, c'est à vous. Merci. Donc on m'a demandé de faire une petite présentation d'une dizaine de minutes sur les bases des relations hydriques chez la vigne. Donc quand on parle d'eau, on parle d'état hydrique du sol, d'état hydrique de la plante et des conséquences de cet état hydrique sur le fonctionnement de la plante. Mais comme ça a été mentionné précédemment, l'eau c'est un facteur climatique parmi les autres. Il ne faut pas oublier notamment l'effet de la température dans ce contexte de changement climatique qui peut avoir des répercussions extrêmement importantes, y compris quand il y a de l'eau dans le sol. Je réfère pour cela aux vagues de chaleur qu'on a eues il y a 2 ans avec un jour à 46 degrés, donc ce n'est pas anodin. Alors, quelques notions de base sur l'élaboration du rendement. Peut-être que ça a déjà été présenté ce matin, je suis arrivée un petit peu en retard. Le rendement dépend donc, au-delà des aspects manquants à l'échelle du vignoble que Hervé Hanin vient de mentionner, de l'élaboration des inflorescences, du nombre d'inflorescences qui a lieu l'année d'avant, et ensuite du succès de développement de ces inflorescences au cours de la saison de la récolte. Et donc on considère, comme ça a déjà été dit à maintes reprises, que ce nombre d'inflorescences, la fertilité, détermine 70% des variations du rendement d'un cycle à l'autre. Donc c'est extrêmement important. Et là, malheureusement, par rapport au nombre d'inflorescences, l'irrigation dont on parle aujourd'hui n'est pas le seul facteur qui va impacter ce nombre d'inflorescences, puisque le rayonnement, la température sont des facteurs extrêmement importants également de la fertilité des bourgeons. Et donc, l'irrigation ne va pas être un levier qui permet de façon linéaire d'augmenter le rendement, le nombre d'inflorescences, puisqu'on a ces autres facteurs qu'on ne contrôle pas, qui sont donc la température et le rayonnement, qui sont déterminants pour l'élaboration du nombre d'inflorescences. Ensuite, s'élabore donc le nombre de fleurs et le développement des baies. Et là, on verra que l'irrigation, effectivement, sur la croissance des baies, va être un levier là, qui va être très efficace pour soit optimiser cette croissance des baies, soit au contraire, ça peut être un objectif, diminuer cette taille des baies. Et donc, ça va être sur la période post-floraison jusqu'à, on va voir, jusqu'au plateau de chargement en sucre, que l'irrigation va être un levier utile pour gérer cette composante du rendement qui est la taille des baies. Donc ça, j'imagine que Hernan va en parler cet après-midi. Alors, ce qui est important de noter, tout de même, même si l'eau ne permet pas de contrôler à 100% toutes les composantes du rendement, eh bien, il faut s'assurer que la plante dispose de suffisamment d'eau à des stades bien précis. Alors, on parle souvent de la période culturale, de débourrement jusqu'à la récolte notamment, mais il ne faut pas oublier les périodes pré-débourrement et les périodes post-récolte qui vont être extrêmement importantes. Déjà, la période pré-débourrement, pour assurer une homogénéité du rendement, puisque au-delà des manquants de cèpes qu'on peut avoir au sein d'une parcelle, si par rapport à la taille, par rapport à la charge en bourgeons qui a été raisonnée par le viticulteur, eh bien tous ces bourgeons ne débourrent pas parce que ou débourrent avec un temps de latence, avec une hétérogénéité parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau, eh bien ça va impacter forcément la productivité ultérieure en termes d'hétérogénéité et peut-être en termes de quantité également. Donc ça, c'est pour la période pré-débourrement. Et pour la période post-récolte, l'eau va être extrêmement importante, notamment dans nos régions méditerranéennes où il fait quand même chaud post-débourrement. On a quand même une période longue post-récolte, on a une période longue avec des feuilles qui sont encore en place. Et là, l'alimentation hydrique va permettre de maintenir une activité photosynthétique pour restaurer les réserves. Alors bien entendu, ces réserves ne se restaurent pas juste à cette période post-récolte. On va voir juste après qu'à partir du moment où les baies ont fini leur chargement en sucre, eh bien, la plante peut réallouer les éléments minéraux, le carbone, vers les organes de réserve. Donc besoin d'eau avant débourrement, après la récolte, et besoin d'eau tout au cours de la saison. Évidemment, on ne peut pas cultiver
n'importe quelle plante en l'absence d'eau. Alors, il y a des périodes qui sont plus sensibles par rapport à l'alimentation hydrique, et notamment la période d'ébourement à floraison, où c'est une période où l'élaboration, enfin la croissance des tiges va avoir lieu, l'élaboration du nombre de fleurs et de baies va être déterminante. Et là, il faut éviter d'avoir des contraintes hydriques sévères. La question se pose pendant la période de floraison à vendange. Il n'y a pas de recette particulière, ça dépend vraiment des conditions climatiques de la zone, ça dépend des objectifs de production, et ça, j'imagine qu'Hernan en parlera. On peut adapter l'alimentation hydrique avec des déficits hydriques précoces pour réduire la taille des baies significativement, ou des déficits un peu plus tardifs, post-véraison. Donc tout est possible, ou peu de déficit hydrique, tout dépend de quels sont les objectifs en termes de quantité et de qualité. Alors la vigne a besoin de beaucoup d'eau, mais comme toutes les plantes, cette eau elle transite depuis le sol vers l'atmosphère en passant par les organes foliaires et s'évapore, se transpire via les stomates. Donc cette quantité d'eau est importante, mais finalement la quantité d'eau qui est stockée par la plante est infime par rapport à la quantité d'eau qui est utilisée, et ces quantités d'eau qui sont extrêmement importantes ont vocation à réguler le bilan d'énergie de la plante et éviter son échauffement en cours de jour. À l'échelle d'un vignoble, on peut approximer que 70% de l'eau qui est utilisée via le processus de transpiration. Finalement, le processus d'évaporation directe de l'eau au niveau du sol représente une partie réduite de cette utilisation de l'eau. Et on a fait un petit calcul, donc j'ai élaboré ce diaporama avec Alain Deloire, que je remercie. On a fait un petit calcul en utilisant l'équation qui a été présentée par Sébastien juste avant, KCETP, pour calculer les besoins d'eau de différents vignobles types en France et à l'étranger. Et on a calculé avec cette petite formule qu'il faut à peu près 250 à 350 litres d'eau pour produire 1 litre de mou au vignoble au cours d'une saison. Donc voilà, ça c'est... Là, on parle d'eau au sens large, on ne parle pas que d'irrigation et d'eau apportée. Non, c'est de l'eau qui est disponible dans le sol, et si elle n'est pas disponible, qui peut être apportée en plus par l'irrigation. Ça concerne toutes les eaux bleues, vertes, etc. Exactement. Donc voilà, on ne peut pas faire avec moins, on ne peut pas cultiver des vignes qui vont être soi-disant résistantes au déficit hydrique avec 50 litres d'eau, ça n'existe pas. Donc il y a ce besoin en eau pour produire 1 litre de mou qui est incontournable. Alors on parlera après aussi d'efficience d'utilisation de l'eau, selon la zone de déficit dans laquelle on se situe. Eh bien, quand la vigne commence à réguler sa fermeture stomatique, eh bien, ça va lui permettre, pour des déficits modérés, de maintenir son activité photosynthétique en réduisant un petit peu sa transpiration. Et donc, on va, par ce biais, augmenter l'efficience d'utilisation de l'eau. Alors, quelles mesures, puisqu'on est obligé de mesurer, si on veut apporter le plus finement possible l'eau au vignoble, au bon stade et en quantité suffisante, quelles sont les mesures qu'il va falloir réaliser? Il va falloir intégrer les 3 compartiments dans le continuum sol-plante-atmosphère, c'est-à-dire le sol, la plante et l'atmosphère. Donc, on peut réaliser différents types de mesures, des mesures d'état hydrique de sol, des mesures d'état hydrique de la plante, des mesures avec une station météo évaluer la demande climatique. Et on va pouvoir comme ça relier l'état hydrique de la plante à l'état hydrique du sol en fonction de la demande climatique. Alors, la relation entre état hydrique de la plante et état hydrique du sol, elle n'est pas linéaire. Il faut savoir que quand on parle d'état hydrique du sol, eh bien, il va falloir tenir compte aussi du système racinaire, de son fonctionnement, de sa profondeur. Et donc, il va falloir utiliser, si on veut établir des relations entre état hydrique du sol et état hydrique de la plante, il va falloir utiliser les bonnes variables qui permettent d'intégrer ce fonctionnement, cette densité du système racinaire. Alors, on a établi ici, il y a quelques années, une relation avec mon laboratoire entre l'état hydrique de la plante, qui est représenté par le potentiel hydrique de base, et une variable d'état hydrique du sol, qui est la FTSW, qui est un niveau de remplissage de la réserve utile, mais qui tient compte de la densité racinaire.
Et donc, à partir de ce type de variable, FTSW, on peut donc connaître l'état hydrique de la plante, et puis aussi on peut ensuite établir des relations quantitatives entre cet état hydrique de la plante ou du sol et le fonctionnement des fonctions de base de la plante. Donc on voit sur ce schéma différentes couleurs pour l'état hydrique du sol, depuis l'absence de contraintes hydriques jusqu'à des contraintes hydriques fortes. Et le message que je veux faire passer ici, dans ce message, c'est que la réponse à la contrainte hydrique est une réponse qui dépend de seuil d'état hydrique et que toutes les fonctions de base de la plante ne vont pas répondre au même niveau d'état hydrique. Donc il y a des variables qui sont plus sensibles à l'état hydrique que d'autres. Et j'ai repris ici des résultats de Nicolas Guilpart, qui avait travaillé chez Apsys il y a quelques années sur la fertilité des bourgeons. On voit que cette fertilité des bourgeons, elle est relativement sensible à l'état hydrique du sol. Ensuite, le développement des entrecœurs, des ramifications, est une variable également assez sensible. C'est la variable d'ajustement de la surface foliaire à l'état hydrique du sol. Par contre, on voit que la photosynthèse est une variable qui est moins sensible à l'état hydrique du sol, et notamment moins sensible que la régulation de l'ouverture des stomates, la conductance somatique. Donc on peut, comme ça, quand on connaît ces seuils d'état hydrique, gérer l'alimentation hydrique au vignoble de façon à éviter les contraintes hydriques pour éviter une réduction de la fertilité, ou alors justement à appliquer une contrainte hydrique suffisante pour diminuer le développement des entrecœurs. Donc voilà, ça permet de se repérer, de connaître ces seuils et d'appliquer des contraintes hydriques quand on peut jouer sur ce levier d'une durée, d'une intensité et à des stades phénologiques bien ciblés. Alors sur les baies, je ne vais pas trop développer. La croissance des baies, vous connaissez tous ce type de graphe, a lieu en deux phases. Enfin, on représente souvent cette croissance avec une double sigmoïde. Le seul message que je veux faire passer ici, c'est si on actionne le levier d'irrigation par rapport à la qualité des baies, eh bien, il ne faut pas considérer que la période à partir de la véraison. Il faut aussi considérer la période post-floraison, qui est extrêmement importante, de floraison jusqu'à véraison, pour tout un certain nombre de composés organoleptiques. Alors, je voudrais focaliser maintenant juste sur la période post-véraison. La dynamique de chargement en sucre d'une baie est à cette forme-là. Il faut savoir qu'il y a une période d'un mois à l'échelle d'une baie individuelle pendant laquelle la baie va accumuler du sucre. À partir de cette période-là, à l'échelle individuelle, la baie arrête son accumulation de sucre. En termes de flux d'eau, cette alimentation en carbone de la baie est concomitante avec un flux d'eau dans la baie qui a lieu pendant la même période. Et à partir de cet arrêt de chargement en sucre, il y a également un arrêt de chargement en eau. Alors, en termes d'irrigation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on souhaite continuer d'accumuler, on imagine pouvoir continuer d'accumuler de l'eau dans les baies après cette période de chargement en sucre, eh bien, ce n'est pas possible. La baie ne va pas charger plus d'eau dans la mesure où les flux sont interrompus dans la baie. Je vais y revenir dans quelques instants. Par contre, la baie va continuer de transpirer et la concentration en sucre donc, dans la baie va augmenter après ce plateau de chargement en sucre lié non pas à une continuation de l'accumulation de sucre, mais lié à une perte en eau de la baie. Alors pourquoi la baie arrête d'accumuler de l'eau et des sucres ? Eh bien, c'est parce que après ce plateau de chargement en sucre, l'eau et les sucres qui sont amenés principalement post-véraison via les flux de phloème, ces flux sont interrompus. Et donc, il n'y a plus d'eau et plus de sucre qui rentre dans la baie, alors que la baie continue de transpirer et d'évaporer. Et cette évaporation peut amener donc à des phénomènes de flétrissement avec des pertes importantes de récolte. Alors ça ne veut pas dire que l'eau n'est pas importante pendant cette période de post-chargement en sucre. Et d'une, parce qu'à l'échelle d'un vignoble, on n'a pas une baie individuelle. Toutes les baies vont fonctionner avec une certaine asynchronie. Donc peut-être que si on continue d'irriguer pendant cette période, les baies qui n'ont pas encore atteint ce plateau de chargement en sucre vont pouvoir continuer de grandir. Et puis en termes de fonctionnement global de la plante, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de chargement en sucre qu'il faut oublier le fonctionnement photosynthétique et le fonctionnement global de la plante. Il faut éviter aussi d'avoir des défoliations et des réductions trop drastiques de photosynthèse, y compris après ce plateau de chargement en sucre.
Alors un dernier mot sur la disponibilité en eau versus la surface foliaire et le rendement. Alors tout est étroitement lié, hein, bien entendu. Le rendement va devoir être raisonné en fonction de la surface foliaire, puisqu'il faut bien alimenter ces grappes. Et cette surface foliaire transpire, et donc elle va devoir être raisonnée également en fonction de la disponibilité en eau. Alors, on peut caricaturer de la façon suivante. Si on a beaucoup d'eau dans le sol, eh bien, on a un peu le choix de ce que l'on peut faire en termes de densité de plantation et de système de conduite. C'est-à-dire, on peut, par exemple, avoir des petits systèmes de conduite, des gobelets, avec une forte densité de plantation, ou alors on peut avoir des très grands systèmes de conduite avec une plus faible densité de plantation. Donc, on fait un petit peu ce qu'on veut, puisqu'on a suffisamment d'eau dans le milieu. La question se pose dans nos régions méditerranéennes quand on n'a pas forcément accès à l'eau ou la réserve utile du sol est faible. Et bien là, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Si on veut réduire la transpiration, réduire la consommation en eau, on est obligé de diminuer la densité, de diminuer la surface foliaire. Et si on diminue la surface foliaire, eh bien, on est obligé aussi de diminuer le rendement. On ne peut pas déséquilibrer la plante. Donc se pose la question de où placer la rentabilité des domaines par rapport à ce ratio surface foliaire-rendement. Voilà, et pour compléter, juste parce que j'ai pris un peu de retard, je suis désolée, pour compléter ce qui a été mentionné précédemment, eh bien, l'eau, c'est un levier hein, pour la gestion du fonctionnement de la vigne, mais comme ça a été dit précédemment, ce n'est pas le seul. La taille va être extrêmement importante hein, par rapport aux problèmes de mortalité, donc une taille non mutilante. On a des acteurs ici dans la salle de Sonagri, donc l'ombrage des vignes est aussi un levier qui peut être extrêmement utile pour éviter les effets des vagues de chaleur, limiter les flux de transpiration. Et puis l'enherbement aussi pendant la période hivernale, par exemple, pour favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc ça, ce sont quelques exemples de leviers à court terme. Je ne vais pas mentionner tous les leviers à long terme, mais il y a... Ils seront un peu détaillés de tour plus dans le reste des présentations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse à l'Institut Agro et vos travaux de recherche sont rattachés au laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnementaux. Là encore, vous sembliez être la bonne personne pour nous parler de ça.